Bonjour les HLP. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le texte de Malebranche, La Voix de la raison, pour lesquels je vous avais demandé de travailler sur les questions de littérature. On travaillera aussi sur le portrait fait par Autodix. Et puis, je vous mettrai en parallèle un texte écho beaucoup plus récent qui vous permettra de voir un petit peu comment a évolué la relation de l'homme à l'animal. Donc d'abord, je commence par le texte de Malebranche que vous aviez à traiter. D'après Malebranche, on a coutume d'admettre que tous les hommes sont capables de connaître la vérité. Les philosophes définissent même l'homme comme un animal rationnel, c'est-à-dire doué de raison. Dans cet extrait, Malebranche explique ce que cela veut dire. Je vois par exemple que 2 fois 2 font 4 et qu'il fait préférer son ami à son chien. Et je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or, je ne vois point ces vérités dans l'esprit des autres, comme les autres ne les voient point dans le mien. Il est donc nécessaire qu'il y ait une raison universelle qui m'éclaire, et tout ce qu'il y a d'intelligence. Car si la raison que je consulte n'était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi, la raison que nous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes est une raison universelle. Je dis quand nous rentrons dans nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné. Lorsqu'un homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons, mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des raisons qui, dans le fond, ne sont pas raisonnables parce qu'elles ne sont pas conformes à la souveraine raison ou à la raison universelle que tous les hommes consultent. Alors, première question, quelles sont les 2 vérités que Malebranche énonce au début du texte? Quel est le problème auquel chacune répond et à quel domaine chacune appartient-elle? Alors, déjà, Malebranche va énoncer 2 vérités. La première vérité, c'est qu'il y a une raison universelle. La deuxième vérité, c'est que l'homme est supérieur à l'animal. Donc, ces 2 affirmations vont finalement répondre au problème de la nature de l'homme et de son rapport avec le reste des animaux. Et le reste finalement des êtres vivants en général. Alors, c'est un problème qui est à la fois épistémiologique et moral. Alors, une petite précision, l'épistémiologie, c'est l'étude critique des sciences qui est destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. D'accord ? Une théorie de la connaissance en quelque sorte. Dans la deuxième question, vous aviez que signifie l'expression « voir dans l'esprit des autres » et pourquoi n'est-il pas possible de voir les vérités dans l'esprit des autres? Eh bien, voir dans l'esprit des autres, ça signifie voir dans leurs pensées, consulter les raisonnements d'autrui. Ce raisonnement intellectuel n'est pas visible car il n'est pas incarné physiquement dans le corps, donc il est invisible. Dans la question 3, pourquoi Malebranche se réfère-t-il aux Chinois et quelle est la fonction de cette référence dans le texte? Il prend l'exemple des Chinois parce qu'il en connaît déjà la pensée par son ami Artus de Lyon qui a été missionnaire en Chine. Et l'exemple fait référence à un peuple très éloigné à la fois culturellement et géographiquement. Or, si ce peuple partage la même raison que Malebranche, c'est que cette raison est nécessairement universelle. L'exemple va donc servir de démonstration de la thèse. Enfin, quelle est l'idée illustrée par l'exemple de l'homme qui préfère la vie de son cheval à celle de son cocher et pourquoi peut-on agir parfois comme cet homme? L'exemple va démontrer que les comportements déraisonnables existent chez les hommes, mais qu'ils semblent évidemment absurdes aux yeux des autres. On peut considérer néanmoins qu'il est possible d'agir de cette manière par attachement pour l'animal. Alors ensuite, concernant l'histoire des arts, donc le fameux portrait d'Autodix, ce portrait est un portrait peint de profil. Il est à la fois original et inspiré des différentes traditions du portrait. D'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que les 2 personnages,
le photographe à droite et son chien à gauche, sont séparés spatialement par un lourd rideau en arrière-plan, le lourd rideau marron, qui coupe finalement le tableau en deux. Le chien paraît droit, dressé, alerte, tandis que le maître, au contraire, est assis, voûté, et semble aussi beaucoup plus calme. La représentation de l'homme est accentuée par le contraste avec le chien. Alors, on vous demandait ensuite s'il s'agissait plutôt d'un portrait du chien ou plutôt d'un portrait de l'homme. Alors, il s'agit bien d'un portrait du maître. Pourquoi ? Parce que dans le titre, on observe que c'est le maître qui apparaît en premier, le photographe, et ensuite que ce photographe, ce personnage humain est nommé, Hugo Erfurth, alors que le chien, lui, est anonyme. D'accord ? Donc, il est intéressant de voir que malgré tout, la place prise par l'animal au sein du cadre égale à celle de l'homme. Et la proximité de leurs deux têtes montre que finalement, le chien n'est pas au pied de son maître. Il y a une espèce d'égalité qui va se créer entre les deux personnages de ce tableau. Alors, je voulais mettre ce texte de Malebranche en parallèle avec un autre texte, beaucoup plus récent, de Virginie Despentes, qui s'appelle Vernon Subutex, et qui est paru en 2015. Alors, dans l'extrait que je vais vous lire, on va suivre Xavier, un ancien ami de Vernon, lancé bien malgré lui dans une conversation avec une SDF, pour laquelle il ne ressent pourtant que du mépris, mais qui, comme lui, vient de perdre son chien. Il s'accroupit à côté d'elle, tant pis pour les distances. La mienne, à la fin, elle pissait dans la cuisine tous les jours. J'épongeais, puis je rinçais, puis je mettais le produit et je nettoyais en faisant bien attention à ce qu'il n'en reste pas dans les interstices du carrelage. Et maintenant, les matins, je me lève et je vois que le sol est sec. Et tous les jours, ça me rappelle qu'elle est morte. Et je ne peux pas pleurer. J'ai une fille, j'ai une femme, je suis un homme. Je ne peux pas pleurer parce que ma chienne est morte. Mais je ne connais rien de plus triste qu'un matin quand je prépare le petit déjeuner et qu'elle ne vient pas voir s'il y a quelque chose à becqueter. Des larmes coulent le long des joues de la femme, sans bruit. Et il sait que ce n'est pas du cinéma pour qu'il sorte un billet de sa poche. Elle compatit. Ça fait 11 ans que je vis dehors. Attilinou avait 10 ans. Quand je l'ai récupéré, il n'avait pas 1 an. Un chien, tu vois, si son maître est SDF, lui est le plus heureux des chiens, parce que t'as que lui. Et comme les foyers de nuit t'acceptent pas avec ton chien, tu ne le quittes jamais. Tu manges avec lui, tu dors avec lui. Moi, je vais voir aucun service social. T'as pas le droit d'entrer avec ton chien. Bon, je rentre pas. Un staff, le staff c'est un chien, c'est une espèce de chien. Un staff, tu peux pas le laisser devant. Et je laisse pas à Attilinou un bourré qui risque de me le perdre ou de le vendre, à savoir, avec la vermine qui me sert de collègue. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de penser « Merde, si j'avais eu une vie plus normale, il ne m'aurait pas piqué mon chien. Alors je m'en veux. J'arrête pas de penser à lui, dans son box. Je suis sûre qu'il a compris ce qu'on allait lui faire. Je pense à la table du veto, le métal, et moi j'étais pas là. Quelqu'un est venu le chercher, et il a dû croire que je l'avais abandonné. Je n'ai pas veillé sur lui. T'étais là, toi, quand elle est morte ? Oui. Elle était détendue sur son canapé. Mais si ça peut te rassurer, je m'en veux quand même aussi. Après, je me suis dit que j'aurais dû tuer le veto quand il a sonné à la porte. Alors, on voit bien l'évolution de l'attachement à l'animal entre les deux textes. Dans le texte de Virginie Despentes, l'émotion est très forte, on est dans un registre pathétique. Cette émotion est représentée par les larmes, les soins apportés à l'animal, y compris les soins les plus repoussants, comme le nettoyage de l'urine, le sentiment de manque et de nostalgie après la mort, l'envie de tuer un être humain afin de protéger l'animal, à la ligne 24 par exemple, qui sont des signes de l'attachement des personnages à leur animal. Chez la SDF, ce sentiment prend la forme de l'émotion. Chez Xavier, ça prend plutôt la forme de l'excès dans la crudité des paroles. Finalement, lorsqu'il dit « elle pissait dans la cuisine » ou quelque chose à becqueter, on voit qu'il utilise un niveau de langage plutôt familier qui ne correspond pas à son niveau social.
Même s'il n'y a pas de description complète, le texte permet de comprendre que la vie de Xavier et de la SDF sont en totale opposition. En effet, Xavier possède un toit, à manger, une famille, des moyens pour payer un vétérinaire, alors que la SDF n'a ni toit, ni accès même aux aides rudimentaires avec son chien. Finalement, le lien affectif à l'animal apparaît universel dans le texte. La description qu'ils font chacun de leur chien est similaire. L'animal, c'est un être d'instinct qui cherche d'abord le confort et l'affection du maître. Ces expériences étant communes à tous les hommes, voire aux animaux, elles dépassent donc les différences entre les deux personnages. Voilà, donc ça c'était pour le travail qui était à faire donc pour hier. Le travail que je vais vous demander de faire pour lundi prochain, ça va être un travail de vocabulaire. Donc ce vocabulaire, vous allez le trouver sur, sur Pronote. Je vais vous mettre en pièce jointe sur Pronote la fiche qui s'intitule « Lexique et langue, les mots de la domestication et de l'exploitation animale ». Et je vous demanderai de faire les exercices 1, 2, 3 et 4 pour lundi prochain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et bien à la semaine prochaine. Au revoir.